nous allons un peu philosopher, c'est ça, avec Monsieur Badara Ndiaye. On va boire un peu. C'est bien possible, hein, ne vous gênez pas, docteur Massamba. Tiens, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Un peu de philosophie dans la classe, dans la salle des professeurs de la télévision Futur Média. Nous allons apprendre un peu à disserter avec la philosophie, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de dissertation philosophique et peut-être dire que, en fait, les élèves, nos enfants sont gâtés parce que c'est la seule salle des profs accessible aux élèves. Alors, ils sont gâtés. Donc, aujourd'hui, on va parler de dissertation philosophique articulée autour d'un sujet bien choisi. Et donc, voilà. Et peut-être réitérer nos remerciements de nous avoir associés à cet élan de générosité, de solidarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, peut-être une question qui a l'air simple. Qu'est-ce qu'une dissertation en philosophie? Alors, qu'est-ce qu'une dissertation en philosophie? C'est très ouvert, j'imagine. Oui, c'est très ouvert. Mais on a l'habitude de dire que, en fait, disserter, excusez-moi, c'est oser penser. Disserter, c'est oser penser. C'est dire que donc la dissertation se veut une réflexion autonome et personnelle, une réflexion argumentée, cohérente, une réflexion dynamique. Donc, on dit souvent que la dissertation, c'est le lieu privilégié où l'on peut évaluer l'aptitude de l'élève à réfléchir de lui-même. Et souvent, c'est ce qui fait défaut. Parce que souvent, les élèves arrivent en terminale avec des habitudes. Venez en philosophie, la première chose qu'on dit à nos enfants, aux élèves, c'est qu'on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Et que donc, par conséquent, la dissertation philosophique est un exercice de problématisation, c'est un exercice d'argumentation, un exercice de raisonnement où se trouve posé, examiné et éventuellement résolu un problème philosophique. Donc, si je peux me résumer, la dissertation philosophique a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'abord d'identifier le problème soulevé par le sujet et de le poser clairement. Et je crois que s'il y a une difficulté majeure, c'est l'une des difficultés majeures de la dissertation. C'est-à-dire identifier le problème que pose le sujet. Et le deuxième objectif de la dissertation, c'est de chercher maintenant la solution à ce problème à travers une réflexion personnelle, une réflexion ordonnée et une réflexion progressive. Donc voilà, pour résumer, ce que serait la dissertation philosophique. D'accord. Donc ça demande un travail préalable, j'imagine. Effectivement, la dissertation demande un travail préalable. C'est ce que je dis souvent à mes chers élèves. Souvent, quand on donne des sujets de réflexion, vous avez 3 sujets, 2 dissertations, 1 commentaire. Que font les élèves? Pendant 4 secondes, ils prennent un sujet et puis tac, ils commencent à introduire. Mais je leur dis, mais vous ne pouvez pas introduire sans ce travail préalable. L'élève, en principe, ne doit écrire une seule ligne sur la copie s'il ne sait pas où aboutira à la réflexion. Et donc, je vous invite, à travers un sujet bien précis, à parler un peu de ce travail préalable. Donc, M. Ndiaye va venir avec nous au tableau. Désolé. Oui, donc, souvent, vous le savez, quand vous avez une évaluation, surtout au bac, vous avez 2 sujets de dissertation et un sujet de commentaire. Si on choisit, par exemple, un sujet de commentaire qui dit, sujet de réflexion, donc, qui dit 2 points, si quelqu'un pense voir clair en tout, virgule, c'est qu'il a cessé de philosopher. Qu'il a cessé d'exister? Certainement. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est important de lire le sujet, de le lire. Si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Donc, dire que, en fait, le travail préalable à faire, c'est le travail qu'on fait au brouillon. Et sur souvent les 4 heures que dure l'épreuve, on peut lui consacrer entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est un travail assez intéressant parce que le travail au brouillon permet un tout petit peu de bien passer à la rédaction. Et donc, la première séquence, c'est d'abord analyser le sujet. Quand vous avez un sujet,
il faut le lire et le relire. C'est important. Et se poser des questions du genre, mais que signifie ce terme? Mais que veut dire cette expression? Pourquoi tel adverbe? Quelle thèse est ici sous-entendue, etc., etc. Donc c'est important d'analyser le sujet, de le décomposer en ses parties. Pour ce sujet précis qui dit « si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher », c'est important de souligner les mots-clés. Le fait de dire, le fait de penser voir clair en tout. Souvent les élèves font un peu la confusion entre penser voir clair en tout et voir clair en tout. Celui qui pense voir clair en tout ne voit pas nécessairement clair en tout. C'est important. Donc penser voir clair en tout, surtout en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. Donc c'est important de définir, de donner le sens à ces expressions, de donner sens à ces concepts. Penser voir clair en tout, c'est quelqu'un qui se dit que tout est évident. Quelqu'un qui croit tout savoir, qui se dit que tout est précis, que tout est certain. Et quand quelqu'un se dit que tout est évident, dit-on, mais il cesse de philosopher, autrement dit, il renonce à philosopher. C'est quelqu'un qui ignore son ignorance, plutôt. Ou bien... Qui ignore son ignorance d'une certaine manière. Oui. D'une certaine manière. Socrate qui dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et d'ailleurs, c'est un problème qui va jaillir à travers ce sujet. Parce que quand quelqu'un cesse de philosopher, il cesse de penser. Et donc, il est important d'analyser le sujet, de définir les mots-clés, parce que souvent, c'est dans l'analyse du sujet que surgit la compréhension de ce sujet. Un élève peut lire un sujet sans le comprendre, mais il suffit de l'analyser pour que jaillisse, d'une certaine manière, la compréhension. Parce que si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher, mais quelque part, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que philosopher alors? Pourquoi si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher? Oui. Et cela nous amène à dire que donc, le philosophe est celui-là qui se trouve entre l'ignorant et le savant. Quelque part, d'une certaine manière. L'ignorant est celui qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et le savant est celui qui croit tout savoir. Quelque part. Et ces deux extrémités-là nous bloquent dans notre quête du savoir. D'une certaine manière. Et donc, c'est important d'analyser le sujet à travers une première séquence. Ensuite, après cette séquence, vous pensez à ce qu'on appelle l'identification du problème. Parce qu'en philosophie, tout sujet de dissertation pose un problème. Et j'ai l'habitude de dire que c'est dans l'identification du problème que réside la principale difficulté de la dissertation. Très souvent, chers élèves, vous avez un sujet sous forme de question. Ce que vous faites, c'est que vous essayez simplement de répondre à la question posée. Ce qui vous pose problème. Parce qu'on vous donne une question. Ce que vous devez faire, c'est essayer de transformer la question du sujet en un problème philosophique. Parce que finalement, en dissertation, on ne répond pas simplement à une question, mais on résout un problème philosophique. Et donc, il est important, avant de traiter le sujet, mais d'identifier le problème qui se cache à travers ce libellé. Parce que si quelqu'un pense voir clair en tout, mais celui qui pense voir clair en tout, c'est comme s'il renonce à la certitude. Il renonce au savoir. Il renonce à la vérité. Mais comment il cesse de philosopher? C'est quoi alors philosopher? Et donc on voit bien qu'à travers le sujet, la problématique qui se pose, c'est un peu la nature de l'activité philosophique. Autrement dit, la question, qu'est-ce que alors philosopher? Philosopher, est-ce renoncer alors au savoir? Il y a un problème. En philosophie, un problème, c'est ce qui fait l'objet d'un débat. Comment le philosophe, qui est à la quête de la vérité, peut-il renoncer au savoir? Ça fait problème. Et il faut poser le problème dans l'introduction à travers ce qu'on appelle une problématique. Et comme vous le savez généralement, la problématique peut se faire sous forme de questions dans l'introduction. Pourquoi le philosophe se méfie des certitudes? Pourquoi philosopher, c'est renoncer au savoir? Qu'est-ce que philosopher, etc., etc. Donc, questionner la question elle-même pour avoir une problématique. Donc, première séquence, c'est important d'analyser le sujet. Ensuite, deuxième séquence, identifier le problème et pouvoir le poser clairement, parce que j'ai l'habitude de vous dire, chers élèves, quand le problème est bien posé dans l'introduction, le travail est à moitié fait. Parce que si le problème est bien posé, le problème est à moitié résolu. C'est important. Mais un problème qui est mal posé, mais il est à moitié faussé. Et donc, une fois la problématique est bien dégagée, on passe à cette troisième séquence que j'appelle la mobilisation des connaissances. Il faut, dans le brouillon, chercher les connaissances qui vont alimenter votre
réflexion. Et ça peut être des citations, ça peut être des idées, ça peut être des éléments de doctrine, ça peut être des exemples. Par exemple, pour ce sujet qui met le rapport entre philosophie et savoir, ça nous permet de revenir un peu sur l'étymologie du mot philosophie, amour de la sagesse. L'amour se traduisant comme un manque, ce qui fait que la philosophie n'est pas une possession, mais une quête, vous le savez bien. Vous savez bien aussi que, tout à l'heure, on parlait des mathématiques. Platon avait écrit au fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et donc, c'est Platon lui-même, disciple de Socrate, qui disait, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Parce que son maître, Socrate, disait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, on voit le rapport entre philosophie et savoir. Philosopher, c'est quelque part renoncer d'une certaine manière au savoir, apparemment. C'est prendre un recul par rapport au savoir, c'est interroger le savoir, c'est douter, c'est s'étonner d'une certaine manière. Et donc, chercher toutes les connaissances, toutes les idées, tous les éléments susceptibles d'alimenter votre réflexion. Et souvent, je dis aux élèves, par rapport à ce sujet, quand le sujet dit que si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher, la première citation que les élèves peuvent penser, c'est une citation qui est donnée par nos collègues dans nos classes, la citation de Jean Kelevitch, par exemple, qui dit que « mais philosopher, c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'allait de soi ». Parce que quand quelqu'un pense voir clair en tout, il se dit que tout est évident. Alors que philosopher, c'est le contraire. Se comporter à l'égard du monde comme si rien n'était évident. Autrement dit, douter. C'est une remise en question permanente. Très bien, une remise en question permanente. On dit qu'en philosophie, ils le savent, les questions, c'est une citation de Jean Kelevitch qu'ils ont déjà. Les questions sont plus essentielles que les réponses et chaque réponse devient une nouvelle question. Donc, c'est important de passer par cette deuxième séquence. Il y a une troisième séquence. 1, on a analysé le sujet. 2, on a identifié la problématique. 3e séquence, on a mobilisé les connaissances. Et 4e séquence, maintenant, on peut construire, bâtir le plan de la dissertation. Souvent, je dis aux élèves, quand vous avez ce genre de sujet avec une thèse et on vous demande qu'en pensez-vous, souvent dans le développement, vous le savez bien, le développement peut être subdivisé en 2 parties. Dans une première partie, validez d'abord la thèse de l'auteur, la thèse du sujet, disons, qui dit que si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher, et dans une deuxième partie, qu'on pourrait appeler une phase de discussion, montrer les limites éventuelles de la thèse de l'auteur. Parce que c'est vrai, vous voyez ici que si quelqu'un pense voir clair en tout ce qu'il a cessé de philosopher, mais philosopher alors repose sur le doute, sur la remise en question, sur l'interrogation, sur l'étonnement, et tu peux amener des limites à cette activité philosophique. Par exemple, sur le doute, se poser la question pour la discussion, mais à force de vouloir douter de tout, le philosophe ne risque-t-il pas de tomber dans le scepticisme? C'est une manière d'apporter une limite à la thèse du sujet. Donc, voilà souvent comment on traite ce genre de sujet. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire en résumé, les quelques éléments du travail préalable. Voilà, et peut-être après le travail préalable, oui. Professeur, il y a la rédaction de la dissertation en tant que telle. Très bien. Donc, c'est au bout d'une heure 30, dans un travail fait au brouillon, que l'élève maintenant peut prendre la copie pour faire une rédaction proprement dite. C'est la même chose en français. C'est en 3 parties, introduction, développement, conclusion. Précisez que l'épreuve, c'est 4 heures. L'épreuve, c'est 4 heures. Quand vous prenez 1 heure, un travail qui est fait au brouillon, maintenant, vous avez 3 heures pour la rédaction proprement dite. Parce qu'il est important de gérer le temps. Souvent, les élèves ont des habitudes, mais souvent, il est important de dire, par exemple, sur les 4 heures que dure l'épreuve, prenez 1 heure, 1h30 pour le travail au brouillon. Parce que c'est un travail essentiel. Donc, une fois ce travail terminé, on passe maintenant à la rédaction de la dissertation. Comme je l'ai dit, il y a une introduction, il y a un développement et une conclusion. Et c'est la même chose, ça ne change pas. Dans l'introduction, on dit souvent, tu amènes le sujet, ça ne change pas, à partir d'une citation, à partir d'un exemple, à partir d'une définition. Donc, il y a 1000 manières d'amener le sujet. Ensuite, deuxième étape, poser le problème, ce qu'on appelle la problématique. Et souvent, généralement, la problématique est présentée, vous le savez bien, sous forme de questions. Et troisième étape dans l'introduction, annoncer le plan. Donc voilà les 3 exigences d'une introduction en dissertation. Et c'est valable en français. Amène le sujet d'abord, poser le problème ensuite, et enfin, annoncer le plan. Le gros du travail ne se ferait-il pas à ce niveau, ou bien? En fait, le gros du travail, moi, je dis qu'il a été déjà fait au niveau... En amont. En amont, déjà avec le travail au brouillon.
vous avez sorti des éléments, vous avez des connaissances, il y a des citations, il y a des exemples. Sur, par exemple, la mobilisation des connaissances, tu peux tomber, par exemple, sur la citation de Jean Kelevitch, qui pourrait amener ce sujet. Jean Kelevitch qui dit, mais si quelqu'un pense voir clair en tout, c'est qu'il a cessé de philosopher. C'est un rapport avec le sujet. Autrement dit, cette citation de Jean Kelevitch répond à la question même du sujet, qui dit que, mais pourquoi si quelqu'un pense voir clair en tout, il cesse de philosopher? Parce que, dit-il, philosopher, mais c'est se comporter à l'égard du monde comme si rien n'était évident. Passer son temps à tout remettre en question, à éviter d'être certain, à se méfier des certitudes et à cultiver ce qu'on appelle l'incertitude. Parce que les principaux critères de la philosophie, c'est l'interrogation. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, ils le savent. Il y a aussi le doute, parce que c'est une méthode d'accéder à la vérité. Et enfin, l'un des critères, c'est l'incertitude. Le philosophe préfère être incertain que d'être certain. En philosophie, on se méfie beaucoup des certitudes, notamment les certitudes premières, parce que, comme on dit, la certitude est le signe d'une pensée morte. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur les exigences de l'introduction. Maintenant, la deuxième partie, c'est le développement. Dans le développement aussi, le développement matérialise le cheminement. En fait, dans le développement, le plan, tu dois suivre le plan qui a été annoncé. Très souvent, jamais, vous le savez bien, de développement en une partie. En philosophie, un développement, c'est moins en deux parties, en trois, généralement, si c'est thèse, antithèse, synthèse, ou en quatre parties, si c'est un sujet analytique. Et donc, pour notre sujet, vous faites deux parties. Il y a une première partie phase de validation, une deuxième partie phase de discussion. Et c'est important de dire que chaque partie doit être subdivisée en sous-parties qu'on appelle des paragraphes. Et à chaque paragraphe correspond une idée essentielle. C'est important. Et donc, vous retrouvez avec une partie, avec des sous-parties, des paragraphes, et à chaque paragraphe correspond une idée. Et surtout, entre les parties ménagées de courte transition, c'est important, c'est valable aussi pour le français. Et surtout dans le développement, pensez à l'argumentation. Parce qu'un bon candidat, c'est le candidat qui essaie de justifier tout ce qu'il avance. Il faut savoir argumenter, fonder ce que vous dites. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes élèves que, mais dites ce que vous voulez sur la copie. Ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, c'est ce que vous dites, mais comment vous le justifiez. C'est tout ce qui est important. Et enfin, après le développement, tout le monde sait que la conclusion aussi, c'est une partie essentielle. Souvent, les élèves ont tendance à bâcler la conclusion, alors que la conclusion est essentielle. Parce que là, le correcteur prend congé de vous. À travers l'introduction, il entre en contact avec vous, c'est important, cette première partie. Et dans la conclusion, il prend congé de vous. Et c'est important de laisser une bonne image, une bonne impression. Et donc, dans la conclusion, comme on dit souvent, faire le bilan du développement, premièrement. Deuxièmement, apporter une réponse précise et nette à la question de départ, au problème qui a été posé. C'est important de prendre position. Et enfin, comme on dit, l'élève pourrait, s'il le souhaite, s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Donc voilà en résumé quelques conseils liés à la démarche de la dissertation en philosophie. Donc bien gérer les 4 heures d'épreuve. C'est important. Avec une répartition précise pour chaque partie, pour chaque plan. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Badara Ndiaye, professeur de philosophie. C'est vrai, nous avons des contraintes de temps terribles. C'est pas, Dr Massamba, c'est pas très évident pour les enseignants, mais bon, nous ferons le maximum pour vous donner le meilleur de ce que nous avons sur le plateau de la télévision Futur Média, le plateau de la salle des profs qui recevait aujourd'hui professeur Badara Ndiaye, professeur de philosophie. Merci pour cette belle leçon. Il y a aussi pourquoi j'ai tendance à dire docteur Chersilla? Peut-être parce que c'est le livre, je ne sais pas trop. Professeur Chersilla, lui aussi, il est professeur Chersalla Ndiaye. Il est aussi professeur de mathématiques et aussi, juste à côté de lui, il y a le formateur, l'inspecteur de l'éducation élémentaire qui était avec nous aussi sur ce plateau de votre émission La Salle des Profs. Ce fut un plaisir de partager avec vous, chers apprenants. Ce fut aussi un plaisir de vous recevoir. Merci pour la générosité, merci pour la disponibilité. Encore merci pour tout. Oui, Docteur Massamba. Rappelez juste aux élèves qui nous regardent que beaucoup de professeurs reviendront
pour compléter. Ce n'est pas juste un passage, mais aussi remercier tous les professeurs qui appellent. Ils sont très nombreux. Nous avons pris les numéros et nous allons varier les matières. Même les professeurs d'arabe ont appelé, les arabophones. Je vous rassure, les élèves qui s'intéressent à l'anglais, les profs d'espagnol appellent, les profs de portugais appellent, les professeurs de comptabilité ont donné les sujets qu'ils vont venir développer pour ceux qui font économie. Nous n'allons oublier personne. Et si vous exigez, nous amènerons les professeurs de PS ici pour vous faire des démonstrations. Merci beaucoup, Dr Massamba.